La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Cette conférence organisée avec une cinquantaine de hauts responsables de pays africains samedi et dimanche sur les rives de la mer Noire fait suite à 2 sommets Russie-Afrique qui ont eu lieu en 2019 à Sotchi et 2023 à Saint-Pétersbourg. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, présent à ce rendez-vous important, a énuméré dans son allocution les avantages du partenariat Afrique-Russie, fondé, a-t-il dit, sur un legs historique issu du soutien précieux des amis russes en faveur des pays africains durant leur lutte contre le colonialisme, l'occupation et la domination étrangère, un partenariat ayant évolué grâce aux contributions significatives de la Russie en faveur de la consolidation des capacités des pays africains indépendants, notamment pour asseoir les bases de leur économie nationale. Alors, pour parler de cette première conférence ministérielle sur le partenariat Afrique-Russie qui a réuni une cinquantaine de hauts responsables africains à Sotchi, il y a avec nous en direct depuis Oran, seconde plus grande ville d'Algérie, le docteur Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Ahmed Ben Saada est connu pour être un observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour à vos invités et bonjour l'Afrique. Bonjour à vous, docteur Ahmed Ben Saada. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous serons également accompagnés dans ce numéro par Ahmed Kateb, chercheur en sciences politiques. Bonjour Ahmed Kateb. Bonjour Zine Sharfaoui, bonjour à tous nos invités et à tous les auditeurs. Bienvenue à vous sur le plateau d'Ifriqiya FM. Comme à chaque numéro de Grand Angle, il y a avec nous Mokrane Touarabi. Mokrane Touarabi est journaliste politique. Il travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Bonjour Mokrane Touarabi. Bonjour Monsieur Sharfaoui, bonjour aux invités, à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci pour l'invitation. Merci à vous, bienvenue à vous trois, messieurs. Alors Ahmed Ben Saada, en organisant une telle rencontre, il apparaît clairement que la Russie veut s'inscrire ou veut inscrire sa coopération ou son partenariat avec l'Afrique sur le long terme. Il ne s'agit clairement pas d'une approche conjoncturelle, Ahmed Ben Saada. Alors pas du tout. Si on regarde un peu les rencontres au sommet entre l'Afrique et la Russie, nous pouvons citer en 2019 donc le premier sommet Russie-Afrique, ensuite en 2023 juste après la pandémie du Covid, donc le deuxième sommet Russie-Afrique et le prochain sommet est normalement prévu pour 2026. Et en attendant le troisième sommet, cette conférence ministérielle sur le partenariat Russie-Afrique a eu des conclusions très intéressantes. Oui. Toujours dans le domaine, disons, fondamental que connaît l'Afrique, c'est-à-dire la décolonisation. Il y a eu une place prépondérante concernant la décolonisation totale de l'Afrique. Oui. Il y a eu aussi une conclusion concernant la place de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Et en ce qui concerne directement les pays africains, il y a, je note, la lutte contre le terrorisme et aussi la création d'un monde multipolaire qui va être une conséquence de cette relation entre la Russie et les pays africains. Oui, mais aussi dans le domaine commercial, il y a eu beaucoup de progrès. On note qu'en 2023, la Russie a livré plus de 5 milliards de dollars d'armement en Afrique et que l'exportation de blé vers l'Afrique a augmenté de 14,4%.
il y a énormément de progrès en vue et c'est très bien parce que pour les pays africains, ça permet justement de diversifier les partenariats, que ce soit dans le domaine politique ou commercial, et sortir de ce néocolonialisme qui était édicté par les anciennes puissances coloniales, en particulier celles qui viennent de cet Occident un peu prédateur. Oui, très bien, Ahmed Katem, merci pour tous ces éléments. Je reviens vers vous dans quelques instants, Dr Ahmed Ben Saada. Ahmed Kateb, alors des acteurs extérieurs actifs, hein, des acteurs extérieurs actifs en Afrique, la Russie est sans doute le pays qui a le plus accru son influence sur le continent ces dernières années. Oui, tout à fait. Bon, on voit que c'est un grand retour de la Russie en Afrique. Il faut se rappeler que pendant l'ère soviétique, l'Union soviétique était très présente en Afrique, donc dans une configuration de guerre froide et de polarisation. Oui. Il y avait des guerres par procuration périphériques en Angola, au Mozambique, donc entre l'Éthiopie et la Somalie, etc., où les soviétiques étaient très présents. Là, l'Union soviétique également était présente à travers une coopération civile et une coopération militaire. Donc, après la chute de l'URSS en 91 et un passage à vide pendant la présidence Yeltsin, donc la Russie a complètement disparu des radars en Afrique et aujourd'hui, c'est son grand retour à la lumière, bien sûr, de la nouvelle configuration internationale consécutive à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a vu que les Occidentaux ont voulu imposer des sanctions à l'encontre de la Russie et lors des différents votes à l'Assemblée générale des Nations unies, les pays africains n'ont pas sanctionné la Russie, bien au contraire. Il y a un pays qui est l'Érythrée a voté en faveur de la Russie à chaque vote. Les autres pays se sont abstenus. Rares étaient les pays africains à s'opposer à la Russie. Donc, pour les Russes, c'est 54 voix nécessaires, utiles à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, c'est un bon tiers des Nations unies qui intéresse les Russes stratégiquement aujourd'hui et politiquement. Et pour compléter le tableau, les Russes entendent investir un continent prometteur, c'est 1,2 milliard d'habitants. Oui. L'Afrique également, ce sont des terres rares, ce sont des hydrocarbures, ce sont des minerais rares qui font partie des technologies de pointe et celles de demain. Donc pour les Russes, il s'agit de rattraper un retard. Et quoi de mieux que de multiplier les rencontres. On a vu la première rencontre de Saint-Pétersbourg en 2019, Sochi en 2019. Il y a eu par la suite Saint-Pétersbourg et aujourd'hui la conférence ministérielle Russie-Afrique à Sochi. Donc il y a une multiplication de rencontres et les Russes entendent revenir parce que en termes de balance commerciale, les Russes sont très loin, même en termes d'investissement. Les Russes sont très loin derrière les Chinois. Donc si la Chine c'est 200 milliards de dollars d'investissement, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique sont aujourd'hui à l'ordre de 24 milliards de dollars, ce qui est très peu et très loin derrière la Chine. Donc c'est un retard à combler et les Russes entendent bien le faire. Très bien. Moukran et toi, Rabi, alors on a un petit peu déflorer le sujet, si on peut s'exprimer ainsi, mais en quoi l'Afrique est-il un continent important pour la Russie ? Plusieurs choses en même temps, mais moi, il y a évidemment les questions d'ordre économique, bien évidemment, mais je vais commencer par la géopolitique. La Russie aujourd'hui est un pays qui cherche justement à un ordre mondial différent de ce qu'on a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Un nouvel ordre mondial plus juste, plus équitable, équilibré. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, il a le continent africain avec lui, parce qu'aujourd'hui, le continent africain
qui cherche aussi à changer l'ordre mondial parce que lui, c'est très pénalisant pour l'Afrique. Aujourd'hui, il s'appuie aussi sur un pays comme la Russie. Et la Russie a besoin aussi d'un continent comme l'Afrique qui a une place très importante au sein de l'Assemblée générale des Nations unies avec ses 55 pays. Oui. C'est le continent qui a le plus de pays au sein de l'Assemblée, sur lequel la Russie aussi peut s'appuyer pour justement faire avancer ce projet de changement au sein de cette organisation onusienne afin qu'il y ait un système plus équilibré et mettre fin au diktat des vainqueurs et surtout du monde occidental qui jusqu'à maintenant impose sa vision selon ses propres intérêts au détriment du reste du monde. Oui. Donc il y a cet aspect qui est primordial, qui a été d'ailleurs mis en avant lors de cette réunion ministérielle, une première d'ailleurs, depuis les deux sommets que vous avez cités, donc à Sochi en 2019 et à Saint-Pétersbourg en 2023. Cette réunion ministérielle, justement, a permis de mettre une feuille de route et fixer des priorités. Et parmi ces priorités, justement, c'est changer, donner une place à l'Afrique, réparer cette injustice historique infligée à ce continent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, sachant que l'Afrique est le seul continent qui n'est pas représenté, qui n'a pas de représentant permanent au sein de ce Conseil. Et la Russie soutient justement la démarche et l'initiative et la revendication africaine sur ce sujet. La Russie aussi coordonne avec les pays africains au sein notamment du groupe des 77 au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour aussi réparer une autre injustice qui est le système monétaire international. Vous savez que la Russie, depuis des années, dénonce justement les diktats du dollar et le diktat aussi de ces organisations comme la Banque mondiale, l'UFME, qui imposent des critères qui conservent et préservent les intérêts stricts du monde occidental. Donc il y a ça, il y a aussi un autre point qui est celui de mettre fin à toutes les colonisations anciennes ou nouvelles. Oui. C'est un point qui a été fixé parmi les priorités et la question de la décolonisation du dernier territoire occupé en Afrique, qui est le Sahara occidental, a été clairement soulignée parmi les priorités de cette coopération russo-africaine. Il y a donc toutes ces questions, changer, mettre fin à l'hégémonie du monde occidental dans la gestion des affaires internationales et œuvrer ensemble pour un monde plus sûr et plus stable. Oui. Il y a aussi les questions, en connaissant que l'Afrique souffre depuis le sud global d'une manière générale, mais l'Afrique en particulier, justement d'un manque de progrès, de prospérité, alors que c'est le continent le plus riche de la planète. Vous invitez, on fait référence à ça, notamment sur les minerais et les métaux critiques qui sont essentiels justement à la civilisation qu'on vit actuellement, aux technologies qu'on utilise aujourd'hui. Donc sur ce plan-là aussi, il y a beaucoup à faire avec un partenaire comme la Russie, qui est un partenaire contrairement à ce que subit justement le continent africain dans son partenariat entre guillemets avec le monde occidental et les anciens colonies. C'est un partenariat mutuellement gagnant, c'est un partenariat qui se fait dans le respect et sans ingérence. D'ailleurs, même la question de l'ingérence a été soulevée parce que c'est un instrument qu'on utilise pour justement défendre les intérêts stricts du monde occidental. La carte de l'ingérence, la carte des droits de l'homme, de la démocratie, il y a plein de points comme ça qu'on utilise pour faire pression sur des pays afin qu'ils puissent obtenir leurs intérêts. Voilà, donc on pourrait revenir sur d'autres points, mais globalement, il y a les deux aspects sur lesquels la Russie et l'Afrique sont d'accord, donc ils sont prêts à travailler main dans la main, renforcer leur coopération là-dessus pour justement corriger ces erreurs
aussi injustices historiques infligées au continent africain. Très bien. Docteur Ahmed Ben Saada, tout le monde le sait, le monde occidental a maintenu les Africains dans un système de domination que les pays du continent essaient aujourd'hui de briser en liant d'autres partenariats, notamment avec Moscou. Est-ce que vous pensez que la Russie peut aider justement l'Afrique et les Africains à se défaire de ce système de domination? Et plus globalement, je rebondis un petit peu avec ce qui vient d'être développé par Mourana Itouarabi. Que gagne plus globalement l'Afrique en renforçant sa coopération avec la Russie? Souligner par rapport à votre question, c'est que la Russie n'a jamais été une puissance coloniale. Oui. Et ça a été répété plusieurs fois que, en fait, elle n'a jamais été et elle ne le sera jamais. C'est-à-dire que la Russie a, comme la Chine d'ailleurs, a essayé de présenter un partenariat gagnant-gagnant par rapport à ses relations avec les pays africains. Ils sont, comme vous l'avez mentionné, plus d'une cinquantaine, donc il y a un poids évident et essentiel au sein de l'ONU. Donc, gagnant-gagnant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays africains vont pouvoir se développer grâce à l'apport économique, scientifique et autres qui est en provenance de la Russie. D'un autre côté, la Russie, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne justement de pouvoir avoir accès à des matières premières, avoir une part de commerce qui est, comme l'a souligné M. Kateb, qui est en deçà des espérances. C'est sûr que ça va être augmenté très rapidement vu le nombre en fait, le rapprochement des sommets entre l'Afrique et la Russie. Donc, de son côté, la Russie veut aussi, un point qui n'a pas été souligné, c'est de sortir de son isolement de la scène internationale. Donc, on sait que ce soit le président Poutine ou la Russie en général subissent des sanctions et on voit très bien que récemment, avec le sommet de Kazan, le sommet des BRICS, par exemple, ou le sommet où ces rencontres permettent de montrer au monde occidental que la Russie n'est pas si isolée que ça. Je rappelle, par exemple, qu'au Forum économique de Saint-Pétersbourg de juin dernier, le président russe avait noté que, malgré toutes ces sanctions, il avait mentionné que les relations avec le Moyen-Orient avaient augmenté, avaient doublé, qu'avec l'Asie, ça avait une croissance de 60% et avec l'Afrique de 69%. C'est-à-dire que malgré toutes les sanctions occidentales, grâce justement à ce partenariat avec les pays non occidentaux, en particulier l'Afrique, qui est un poids lourd, et qui est un continent poids lourd, et qui est un continent qui est en pleine expansion. L'Afrique est considérée comme un continent où les pays auront le plus grand besoin de développement dans les prochaines décennies. Donc, investir en Afrique, c'est vraiment gagnant-gagnant du côté de la Russie et du côté de l'Afrique. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada, pour tous ces éléments. Ahmed Kateb, il est vrai que les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique ne sont pas au même niveau que les échanges entre, par exemple, la Chine et l'Afrique, l'Union européenne et l'Afrique, ou les États-Unis et l'Afrique. Il en est de même pour les échanges économiques. Néanmoins, au plan alimentaire, on s'en rend compte, les chiffres sont là pour le prouver. Le soutien de la Russie à l'Afrique est un soutien qui a été déterminant, notamment pendant la période de Covid. Je m'explique, l'essentiel des céréales et notamment du blé consommé en Afrique provenait de Russie. Donc sur ce plan-là, la Russie apporte beaucoup à l'Afrique, surtout pour sa sécurité alimentaire. Oui, pour la sécurité alimentaire, l'Afrique importe plus de 50% de céréales de Russie. Oui. C'est la moitié de toute sa consommation, ce qui est énorme. Oui. Donc, on voit que la Russie est déjà présente, qui dit céréales, dit également engrais, parce que les Russes sont pratiquement le premier producteur mondial d'engrais. Et on l'a vu, après le début de la guerre en Ukraine,
les Russes ont non seulement fait plusieurs dons de céréales et d'engrais en direction de pays africains. Donc c'est une sorte de reconnaissance par rapport à des postures diplomatiques et politiques qu'avaient adopté ces pays lors des différents votes aux Nations Unies. Et ça, les Africains le retiennent et s'en souviennent. C'est important parce que c'est une sorte de solidarité qui se construit, qui s'entretient entre la Russie et l'Afrique, qui fait partie du Sud global. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose que les Africains apprécient particulièrement. Au moment où l'Occident fait dans la conditionnalité pour pouvoir octroyer telle ou telle aide ou tel financement à travers la Banque mondiale, à travers le Fonds monétaire international, les Russes font des dons directement aux pays africains, donc exit cette conditionnalité. Les Russes, comme les Chinois, ne sont pas regardants par rapport aux questions de droits de l'homme, de démocratie, parce que chaque pays est souverain et chaque pays a son propre système, a ses propres valeurs. On n'est pas dans l'importation de valeurs dites universelles et ces valeurs sont exclusivement occidentales. On est dans un système à valeurs multiples où tout le monde respecte les valeurs de tout le monde. Or, les Occidentaux ne sont pas dans cette posture. C'est ce qui fait que les Russes et les Chinois ont cette longueur d'avance en Afrique par rapport aux pays occidentaux. Très bien, merci Ahmed Kateb. Mqorana et Touarabi, alors il est vrai qu'en ce moment les échanges commerciaux et les échanges économiques entre le continent africain et la Russie ne sont pas du même niveau que ceux existants entre la Chine et l'Afrique par exemple, mais il n'empêche, Mqorana et Touarabi, que au plan militaire, au plan sécuritaire, par contre, la Russie apporte beaucoup à l'Afrique. La Russie joue un grand rôle dans la restructuration de certaines armées africaines. La Russie, Moscou aide beaucoup certains pays africains à lutter contre le terrorisme, par exemple. Oui, tout à fait. C'est l'un des principaux points de coopération entre la Russie et les pays africains. D'ailleurs, la Russie a signé au moins une quarantaine d'accords de coopération militaire avec l'Afrique, donc avec une quarantaine de pays africains. Depuis quelques années, justement, on voit que cette coopération s'est beaucoup renforcée, notamment dans la région du Sahel et de la Corne de l'Afrique. La Russie non seulement aide les pays africains sur le plan des équipements adaptés justement à ce genre de fléau, mais aussi en termes de formation et justement pour mieux affronter les situations les plus extrêmes dans ces zones qui sont des zones très, très difficiles, notamment en Afrique subsaharienne et particulièrement actuellement au Sahel central, où justement les groupes terroristes continuent de faucher des vies humaines et de menacer la sécurité des personnes et des biens et des États carrément. Cette coopération qui ne date pas d'aujourd'hui, mais justement elle a pris une tournure assez positive et qui constitue maintenant une alternative à l'aide conditionnée qu'offrent certains pays occidentaux aux pays africains, qu'ils arrêtent au gré des situations en fonction de leurs intérêts personnels. Donc on a deux formats de coopération. Une coopération qui justement avec la Russie dont le seul objectif est de permettre à ces pays de retrouver la sécurité et la stabilité. Et vous avez une autre coopération avec des arrière-pensées autres que le but recherché par les pays africains, à savoir d'avoir de l'aide conséquente pour pouvoir justement sécuriser leur territoire et éliminer les groupes terroristes.
on l'a vu par exemple, l'apport extrêmement important donné par la Russie à la Libye dans 2014-2015, quand beaucoup de groupes terroristes sont venus en Libye justement, ils ont semé le chaos, ça a été très efficace. Aujourd'hui, on voit que la Russie elle est présente dans plusieurs pays en Centrafrique, au Burkina Faso, elle est au Niger, elle est au Mali, elle aide plusieurs pays africains à faire face à ce fléau du terrorisme qui pénalise ces pays, qui les maintiennent dans des situations de sous-développement, parce que sachant que l'économie aussi a besoin de stabilité. Donc cette coopération avec la Russie, je pense que elle se renforce d'année en année, sachant que la Russie aussi c'est un grand producteur d'armes, mais aussi c'est un pays qui maîtrise les nouvelles technologies, même en termes de la cybersécurité. Il y a des sociétés comme Technologie Positive qui est présente dans les pays africains pour faire face aussi à ces nouvelles menaces 2.0 donc technologiques. Voilà, donc c'est une coopération, encore une fois, vous avez mutuellement bénéfique, gagnant-gagnant, et justement qui repose sur le respect mutuel. C'est très important parce qu'on a eu des épisodes où des pays qui aidaient d'autres pays africains se sont montrés irrespectueux envers ces pays. Donc voilà. Docteur Ahmed Ben Saada, pour rester justement dans le registre des échanges sécuritaires, de la coopération militaire, le retour de la Russie en Afrique après des décennies d'absence, Ahmed Kateb en a parlé en début d'émission, après la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Empire soviétique, la Russie a mis longtemps avant de revenir en Afrique. Maintenant qu'elle est là, ce retour-là a été accueilli avec beaucoup de soulagement par l'Afrique, hein, n'est-ce pas, et surtout les pays africains. En effet, il remplaçait la venue en fait de la Russie dans le domaine militaire en Afrique, remplaçait l'hégémonie ou disons de certains pays occidentaux qui étaient les anciens colonisateurs. Et donc la relation entre l'ancien colonisateur et l'ancien colonisé ne s'est pas passée de la bonne manière. Nous connaissons le terme France-Afrique et toutes les connotations négatives qui lui sont collées. Et donc c'est sûr que la venue de la Russie avec une nouvelle approche, et je vais un peu dans les mêmes directions que tout à l'heure. On parlait de valeurs. En fait, ce qui joue actuellement comme repoussoir de l'Occident, c'est justement l'absence de valeurs, cette espèce de double standard qu'utilise l'Occident. Cette aide à la sauvagerie militaire, par exemple dans le cas du conflit, de la destruction et de toute cette barbarie qu'on voit à Gaza. On voit tout l'Occident qui est derrière l'État sioniste, ce qui n'est pas le cas d'autres grandes puissances dans le monde. Et donc tous ces doubles standards, cette manie d'imposer les valeurs occidentales aux pays africains n'est pas de mise actuellement. Et d'autant plus que en fait certaines valeurs prônées par la Russie sont absolument compatibles avec celles des pays africains. Donc il est clair que la venue de la Russie a été concomitante, disons, à la fuite ou à la mise dehors de certaines puissances comme la France occidentales, ce qui est très intéressant, dans la mesure où ça ne pose pas de problème. Alors, en ce qui concerne le Sahel, nous voyons que la Russie est très présente.
même au Soudan, même dans des pays qui nous sont limitrophes. Et ce serait très intéressant qu'il y ait une volonté d'aplanir les différends concernant les différentes approches dans le Sahel, à une concertation beaucoup plus grande au niveau de certains conflits concernant l'Afrique. Je rappelle, par exemple, que l'Afrique, l'Algérie, est le premier partenaire de la Russie dans le continent africain. Absolument. Et dans cette optique, il faut beaucoup plus de dialogue et de concertation. Cette venue des pays de la Russie dans l'Afrique a été très très bénéfique pour ces pays, et ces pays le disent tout à fait ouvertement et le comparent à ce qui se passait avant, et c'est-à-dire avec la présence des puissances occidentales, sont tout à fait prêts à continuer cette collaboration très bénéfique dans les deux sens. Très bien. Merci beaucoup, Ahmed Ben Saada. Ahmed Kateb, sur un tout autre registre, la conférence ministérielle Russie-Afrique est longuement revenue sur la lutte contre le colonialisme, contre le néocolonialisme. Les participants à cette conférence ont à ce propos insisté sur l'impératif de parachever le processus de décolonisation en Afrique. Alors, Ahmed Attaf, notre ministre des Affaires étrangères, a quant à lui plaidé pour l'élimination totale de la colonisation sur le continent africain, car, a-t-il dit, il n'y a pas de place pour le colonialisme ancien ou nouveau dans le monde d'aujourd'hui et en Afrique d'aujourd'hui. À quoi fait allusion Ahmed Attaf lorsqu'il parle de colonialisme ancien et nouveau? Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une référence claire au Sahara occidental qui est occupé illégalement par le Maroc depuis près d'un demi-siècle et à la France qui soutient justement cette colonisation? Oui, c'est on ne peut plus clair. La référence est limpide. On comprend que l'Algérie, fidèle à ses principes, tient au mouvement de libération nationale, au soutien du droit des peuples à leur autodétermination, mais l'accent sur la question sahraoui, c'est une question de décolonisation. On ne peut pas la qualifier autrement. Donc, pour l'Algérie, il est clair que aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une Afrique apaisée, en paix avec elle-même, si on ne procède pas à la décolonisation de la dernière colonie, qui est le Sahara occidental. Qui est le Sahara occidental, paradoxalement occupé par un autre pays africain. Oui. Donc ça, il faut le souligner et il faut le dénoncer. L'Algérie le fait par principe, parce que, écoutez, nous sommes en novembre, nous célébrons le 70e anniversaire de la révolution du 1er novembre 1954, une révolution libératrice pour tous les peuples du monde. Oui. Ce n'est pas uniquement pour le peuple algérien, c'est un modèle pour toute l'humanité. Et on ne peut pas se défaire de cette référence. Donc, pour le colonialisme dit traditionnel, l'allusion est claire par rapport au Maroc qui occupe le Sahara occidental. Oui. Pour le néocolonialisme, ce sont tous les pays qui, à travers l'économie, à travers des relations inégales, à travers une domination culturelle, perpétuent cette relation de domination du fort vers le faible, ou la domination du fort du faible. Et c'est quelque chose d'inacceptable dans un monde qui aspire à une multipolarité, qui aspire à rebâtir justement un système de valeurs et un système de codes qui doit régir les Nations Unies et qui ne soit pas uniquement le système des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les pays africains n'étaient pas indépendants. Aujourd'hui, on a le droit au chapitre et on a le droit de réécrire justement ces codes parce qu'on fait partie de l'humanité. Aujourd'hui, on doit passer à une vitesse supérieure, celle de l'élévation des valeurs humaines, de respect mutuel, des valeurs de générosité, d'entraide. Et il faut le dire,
nous vivons dans un monde dont les ressources se raréfient de plus en plus. Donc on est condamné à l'interdépendance, on est condamné à bâtir des relations plus étroites avec autrui, autant le faire dans le respect mutuel et dans des rapports qui dépassent les rapports traditionnels de domination, de colonialisme ou de néocolonialisme. Très bien, merci beaucoup Ahmed Kateb. Mqorana Touarabi, alors la rencontre Russie-Afrique a débouché sur l'élaboration et sur l'adoption d'une déclaration commune, une déclaration qui a ceci d'intéressant, c'est qu'elle vient renforcer le consensus de la communauté internationale sur la nécessité de permettre au peuple du Sahara occidental d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination. On le voit, Mqorana Touarabi, c'est pratiquement tout le sud global qui soutient cause sahraoui et particulièrement le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Oui, tout à fait. Ce sommet a encore une fois montré à quel point les Sahraouis sont victimes du diktat d'une poignée de pays occidentaux au Conseil de sécurité, qui impose cet état de fait et qui empêche justement le peuple sahraoui d'accéder à un droit universel, donc consacré dans la Charte des Nations Unies, à savoir le droit à l'autodétermination. Oui. À Sochi, justement, ce droit a été réitéré et mis en avant comme un droit inaliénable. Quand même, c'est une cinquantaine de pays africains qui étaient présents à ce sommet, avec la Russie qui est un membre permanent au sein du Conseil de sécurité. On sait que la Russie appuie toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies sur ce dossier et donc soutient le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Et c'est une avancée encore notable sur ce dossier que vient donc d'enregistrer le peuple du Sahara occidental. Oui. Et en même temps, ça montre à quel point que certains pays occidentaux, la France en tête aujourd'hui, sont prêts à bafouer le droit international pour leurs propres intérêts et à mettre à mal le droit des peuples, notamment le droit qui a été clairement défini dans la résolution 1514 sur le droit des peuples coloniaux à l'autodétermination. Aujourd'hui, encore une fois, on a la majorité du monde qui est avec le droit, et il y a une minorité qui continue à imposer son diktat au reste de la planète en maintenant des peuples sous la colonisation par la force, comme le fait aujourd'hui un membre du Conseil de sécurité comme la France, indigne d'un pays qui se revendique du monde des libertés et de la démocratie. Très bien, Mqorana Touarabi. Alors, il nous reste une poignée de minutes avant la fin de l'émission. Je réserverai donc le mot de la fin à notre ami Ahmed Ben Saada. Docteur Ben Saada, la Russie devient progressivement, donc, on l'a dit en début d'émission, un partenaire incontournable des pays africains. Tout le monde trouve son compte dans ce partenariat. Alors la Russie a promis un soutien total à l'Afrique, a promis aussi qu'elle jetterait toutes ses forces pour bâtir un monde multipolaire. Le Kremlin veut promouvoir justement ce monde multipolaire que le Kremlin veut promouvoir face aux Occidentaux. Mais dans le prolongement de ce que vient de développer Mqorana Touarabi, l'autre revendication de l'Afrique, c'est aussi une réforme du Conseil de sécurité, une réforme qui permettrait à l'Afrique d'être davantage entendue, parce que toutes les décisions qui se prennent actuellement dans cette enseigne dominée par les Occidentaux, alors, y compris les décisions qui se prennent concernant l'Afrique n'a pas droit de citer, l'Afrique n'a pas son mot à dire. En effet, cette revendication, qui est une revendication, je le répète, une revendication très appuyée par l'Algérie, de permettre à l'Afrique, qui est un très grand continent, d'avoir
une voix au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit en fait de pallier à une marginalisation historique de notre continent et de lui permettre de prendre des décisions au point de vue international, mais aussi au point de vue, je veux dire, régional ou continentale. Et donc cette place qui doit être donnée à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, si elle est appuyée justement par une puissance qui fait elle-même partie du Conseil de sécurité, elle est très bienvenue. J'aimerais juste dire quelques mots au sujet du précédent point que vous avez discuté. Je vous en prie. J'aimerais citer ce qui a été une des conclusions de la conférence, de cette conférence dont on parle maintenant. Les pays africains et la Fédération de Russie sont animés par une volonté commune de parachever le processus de décolonisation sur le continent africain. Comme il ne reste qu'une seule colonie au niveau du continent africain, il s'agit bien de la République arabe sahraoui démocratique, la RAS. Et je vais juste souligner que lors du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu en 2023 à Saint-Pétersbourg, il y a eu 2 points dans les déclarations, dans les déclarations du deuxième sommet. Et le mot colonisation a été et ses dérivés ont été cités 8 fois, et en particulier dans le point numéro 14, contribuer à l'aboutissement du processus de décolonisation de l'Afrique, et un autre point, le point 15, lutter ensemble contre les manifestations des politiques néocoloniales visant à détruire la souveraineté des États africains. Donc, il est clair que c'est une continuité, elle est toujours présente, cette notion de décolonisation est toujours présente dans les relations entre la Russie et l'Afrique, et cela fait suite, on en a discuté au début du mois d'octobre, la Cour de justice de l'Union européenne avait décidé d'annuler les accords de pêche et d'agriculture entre l'Union européenne et le Maroc. Et le Maroc. Ça, on en a longuement discuté. Donc, absolument. Au niveau international, au niveau politique, nous voyons que justement la cause sahraoui n'est pas oubliée. La cause sahraoui est toujours d'actualité et fait partie des discussions, des grands regroupements comme celui dont on vient de discuter maintenant. Et la place de l'Afrique, justement, sera prépondérante. La voix de l'Afrique sera prépondérante lorsqu'elle aura un siège au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Très bien. Nous ne pouvons pas trouver un meilleur mot de la fin. Vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store. Alors, je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Mohamed Ifaroujan. Je remercie mes invités. Merci au Dr Ahmed Ben Saada pour avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Merci à Ahmed Kateb, le consultant de l'émission. Merci à vous, Mouqarna Touarabi, d'avoir été là. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.